tous, vous vous ennuyez cet été et vous ne partez nulle part? J'ai la solution pour vous. Je vous propose de réaliser un défi de lecture. Ça vous fera découvrir de nouvelles œuvres et vous occuper durant vos journées de congé ennuyeuses. Je le fais depuis le début du mois de janvier et j'ai lu en tout 14 œuvres. La première question qu'il faudra vous poser, c'est: que doit vous apporter ce défi de lecture? Est-ce que vous voulez analyser le nombre de lectures que vous faites sur une durée prédéfinie ou est-ce que vous voulez vous challenger pour en lire le plus? Par la suite, vous allez décider du format de votre défi. Est-ce que vous le voulez sur une durée, 2 mois, durant vos congés d'été, ou est-ce que vous le voulez sur un nombre prédéfini de livres à lire? Pour ma part, j'ai choisi 1 an parce que je me suis rendu compte ces dernières années que je lisais beaucoup moins qu'avant. Et donc, je voulais remettre au goût du jour la lecture. Il vous faudra un cahier, si possible d'une couleur qui vous plaira, un stylo et de quoi décorer votre cahier. J'ai choisi de prendre des couvertures de livres que j'ai beaucoup aimé lire durant mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Et pour finaliser, je vais prendre des lettres avec lesquelles je vais écrire « cahier de lecture ». Je note toujours le mois dans lequel j'ai lu le bouquin. S'il s'échelonne sur 2 mois, je vais noter les 2 mois. Cela va m'aider à pouvoir faire la moyenne de tous les livres que j'ai lus et de voir combien de livres j'ai pu lire par mois en moyenne, ainsi que quel mois j'en ai lu le plus ou quel mois j'en ai lu le moins. Par la suite, j'écris le titre du roman, le nom de l'auteur et l'année de sortie du bouquin. Comme vous le remarquez, je souligne le titre du roman. C'est une méthode que j'ai apprise en cours de français au cégep. Quand on écrit sur l'ordinateur son devoir de français qu'on le rend imprimé à son professeur, on écrit toujours en italique le titre du roman, car le professeur va pouvoir le reconnaître et ce ne sera pas difficile quand il sera éloigné de son auteur. Par contre, sur un document écrit à la main, on ne pourra pas écrire en italique car c'est bien trop compliqué. Donc, on va tout simplement souligner le titre du roman pour que le professeur puisse le repérer comme si c'était sur l'ordinateur. J'écris l'année de sortie du livre car ça m'aide aussi à situer dans quelle époque littéraire je me situe régulièrement, quels sont les livres que je lis le plus, est-ce que c'est des récents, est-ce que c'est des plus vieux, est-ce que c'est vraiment réaliste. En tout cas, ça m'aide à définir quelle est mon époque favorite en littérature. Le premier modèle de fiche que j'ai produit, c'est une fiche où je vais mettre beaucoup plus mes émotions en avant. Je vais parler des personnages, ce que j'en ai ressenti, du thème de l'histoire, des scènes, de certains événements, de comment l'auteur a écrit. Et je vais toujours terminer par mettre M+, M-. Ces 2 catégories à la fin vont m'aider à savoir ce que j'ai le plus aimé ou le moins aimé et m'aider à sélectionner dans le futur les lectures que j'ai vraiment envie de lire. Cette méthode est plus personnelle et elle ne me convient pas toujours parce que je me rends compte qu'on n'a pas toujours les mêmes sensations quand on lit un livre. C'est pour cette raison-là que je vais vous présenter une deuxième méthode que j'utilise parce que je me sens beaucoup plus mieux dans cette méthode et au moins je n'ai pas toujours à sortir mes émotions sur le papier. Avec le vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepúlveda, je me suis rendu compte que oui, j'avais beaucoup de choses à en dire. J'en ai vécu beaucoup des émotions avec ce bouquin. Mais est-ce que j'avais vraiment envie de les transcrire? Pas certainement. Ce n'est pas toujours la meilleure méthode, je trouve, et souvent, ça nous brime parce qu'on a le sentiment d'être dans une fiche de lecture comme à l'école. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais mettre en avant. Donc, pour cette deuxième méthode, j'ai décidé d'écrire des choses que j'apprendrai du livre. Comme vous devez peut-être le remarquer souvent, à la fin des romans, les auteurs vont toujours écrire des notes où ils vont remercier les gens de leur famille qui les ont aidés, les gens de leur maison d'édition, ainsi que les personnalités qui ont des connaissances dans certains domaines qui les ont aiguillés. Et c'est de ces personnes-là dont je vais parler. C'est-à-dire que ces personnes ont amené dans le bouquin des développements sur les thèmes de la mode, par exemple, de l'histoire, de la géographie, d'une certaine époque particulière, d'un style littéraire et plein d'autres trucs. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas développer sur ces sujets-là? Prenons l'exemple de ce bouquin dont je viens de vous parler, Le vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepúlveda. Eh bien, tout le bouquin se base sur la population des Shuar, qui est une population autochtone d'Amazonie. Eh bien, je me suis dit, pourquoi ne pas apprendre sur les Shuar
Et j'ai donc fait mes recherches personnelles sur les Chouars et j'ai pu transmettre une quantité infinie de connaissances qui vont devenir de la culture G. Et par la suite, j'ai fait des recherches sur Chico Mendes, qui était la personne dont Luis Sepúlveda rend hommage au début de son livre. Et donc maintenant, quand vous serez à table et que vous discuterez avec votre famille, vous aurez toujours des choses à en dire. Ça peut être utile. Et je trouve que c'est moins ennuyant. Et ça montre aussi une bonne chose, c'est que la littérature t'apprend des choses, même si c'est un pur divertissement. Si vous avez ce genre de fauteuil, vous pouvez faire la danse de la joie, car c'est le jackpot assuré. Il est idéal pour se mettre sur le côté. Pour se mettre en tailleur. Ou tout simplement s'étaler de tout son long avec un repose-pied. Pour se sentir en communion avec la nature en étant tout de même chez soi. Bon, mon balcon est face à un parking qui mène à la route. Belle ambiance pour lire. Mais au moins, j'ai un jardin de plantes et je peux sentir de magnifiques odeurs, fleurs, basilic et tout un tas d'autres choses. De plus, avec la magnifique chaise rouge que j'ai reçue en cadeau de la part de mon frère, je peux m'installer confortablement et prendre un bain de soleil. Et par la suite, lire un peu. Quel bonheur! Le lit est un endroit relaxant, soulageant et personnel à soi-même. Déjà, vous vous éloignez de la vie quotidienne, celle qui vous embête, le travail, les occupations avec les enfants ou toute autre source de tension. Et lire dans le lit est une très bonne activité avant de passer dans le monde des rêves, dans les bras de Morphée. Donc, oui, il y a des endroits qui sont idéaux pour lire la journée, mais le meilleur endroit où lire, quand l'on veut vraiment être à 100% dans notre tête, 100% dans notre esprit et 100% dans notre cœur, c'est notre lit. Surtout que, ces derniers temps, beaucoup de monde lisent avec des technologies le soir, que ce soit les infos, que ce soit les sous-titres d'une série télé ou d'un film, que ce soit des articles scientifiques ou peu importe. Mais le problème de la technologie jusqu'à notre lit, c'est qu'il y a une lumière bleue qui est produite et cette lumière bleue va empêcher le sommeil réparateur d'arriver et de nous emmener dans les bras de Morphée. Lire est une activité très relaxante dans le lit, surtout que le lit est un espace très adapté pour ça, car les rêves sont un peu comme les romans que nous lisons, des histoires inventées qui n'ont pas de personnages connus et qui surtout partagent des valeurs, des choses. Et les rêves, c'est des valeurs qui nous sont personnelles, certes, mais c'est ça. Donc, je vous invite à tenter cette expérience de lâcher vos technologies, de ramener un bouquin dans votre lit et de lire avec une bonne lumière, avec ce qu'il vous faut, de mettre des bons rideaux avec un fond noir bien tamisé et qui ne font que le son ne soit pas propagé non plus, parce que si vous habitez comme moi près d'un parking, ce n'est pas pratique. Et surtout, quand vous vous sentez fatigué, vous pouvez lâcher le bouquin et vous endormir. Vous serez très bien. Sur ce, excusez-moi, mais je retourne à ma lecture. Bonne nuit. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à réaliser tous ces conseils. Je dis conseils car vous n'êtes pas obligé de préférer lire dans votre lit, sur le balcon ou sur un canapé ou quelconque chaise. Vous pouvez lire aussi dans le bus, vous pouvez lire aussi partout. Il suffit de voir la tolérance de son que vous pouvez avoir autour de vous. Vous pouvez même écouter de la musique en lisant, tant que la musique ne vous empêche pas de découvrir le roman avec amour et passion. Au-delà de tout ça, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère aussi que vous avez aimé tous ces conseils, que vous avez apprécié le montage, la réalisation. Et on se retrouve bientôt sur 1001 vies en lisant pour parler d'humanitaire. À la prochaine!